Et l'on commence tout de suite par ces trois mots que je prononçais tout à l'heure, terrorisme, islamisme, antisémitisme, qui ont fait leur retour ce week-end dans l'actualité française. Regardez. Strasbourg, Paris, Torcy, Cannes, Le Cannet, l'opération antiterroriste s'est déroulée en plusieurs temps aujourd'hui. 11 personnes, je vous le disais, ont été interpellées. Jérémy Sidney, 33 ans, ouvre le feu sur les policiers qui pensaient le surprendre chez lui à 6 h ce matin. Les enquêteurs ripostent, tuant le suspect. Cette opération antiterroriste s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à la grenade contre cette épicerie cachère de Sarcelles. Les 12 hommes interpellés appartenaient tous à la même cellule islamiste et s'apprêtaient à passer à l'acte. Mais qui sont-ils? Tous sont français. Nés en France, ils sont jeunes, ils ont grandi dans des quartiers populaires. La plupart ont un casier judiciaire, certains sont passés par la case prison. Cette menace existe et cet islamisme radical, qu'il ne faut pas confondre évidemment avec l'islam de France, se nourrit de fantasmes, de haine, à l'égard de notre pays d'abord, à l'égard des Juifs de France, bien évidemment. Il faut répéter très fort qu'il s'agit d'une idéologie monstrueuse, qu'il s'agit d'une idéologie de haine qui ne peut être comparée qu'à une idéologie nazie et être complaisant vis-à-vis de l'islam radical, c'est être complaisant vis-à-vis du nazisme. En région parisienne, la synagogue d'Argenteuil a été la cible de tirs à blanc hier soir, des coups de feu tirés d'une voiture. Ses occupants ont pris la fuite. Il n'y a pas eu de blessés. La communauté juive de France se dit inquiète et ses représentants sont reçus en ce moment à l'Élysée par le président de la République. Michel Vivorca, cette inquiétude dont il était question là, vous la comprenez? Bien sûr, elle est légitime. Tout ça n'est pas forcément très nouveau, mais il y a 2 ou 3 points qui sont nouveaux. Il y a de nombreuses années qu'on sait que l'islamisme est peuplé d'antisémites. Il y a des travaux qui montrent que c'est au cœur du discours de tous ceux qui, par exemple, étaient concernés par les attentats du 11 septembre 2001, donc ça n'est rien de nouveau. On disait il y a quelques années qu'il y avait un lien entre cet islamisme antisémite radical et une certaine extrême gauche. Aujourd'hui, ce lien n'apparaît plus. On disait il y a quelques années que cet islamisme radical et antisémite était la projection sur le sol français de choses qui nous venaient d'ailleurs. On vient d'entendre qu'il s'agit d'un phénomène intérieur à la société française. Donc oui, il y a quelque chose de neuf, pas totalement neuf. Et puis il y a un point très important sur lequel je voudrais attirer l'attention. Dans le passé, l'antisémitisme, c'était quand même avant tout un discours possible des dominants. C'était un discours qui allait avec un certain nationalisme, une certaine exaltation de la nation française. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, après avoir eu à voir avec l'extérieur, la projection de ce qui se passe ailleurs, a beaucoup à voir avec de l'exclusion, avec des gens qui sont d'en bas et non pas d'en haut. Et donc, il est d'une autre nature. Et le combattre, ça n'est pas la même chose que de combattre, ce qui existe d'ailleurs encore, bien sûr, l'antisémitisme classique, qui était plutôt un phénomène d'extrême droite, un phénomène nationaliste, avec aussi quelques prolongements à l'extrême gauche ou même dans certains discours communistes. Jakubowicz. Écoutez, moi, mon rôle, c'est pas l'analyse, c'est les faits à l'état brut. On a tué des enfants uniquement parce qu'ils étaient juifs il y a quelques mois. Vous parlez de l'affaire Mohamed Merah. Bien sûr. Et ce qui s'est passé ce week-end, ce n'est jamais que le prolongement. Enfin, je dirais quand même qu'on rappelle les choses. 3 enfants de 3 ans, de 6 ans, de 8 ans qui ont été tués uniquement parce qu'ils étaient juifs en 2012. Une petite fille qui est dans un premier temps blessée et l'assassin qui va courir après elle, changer d'arme et la tuer froidement uniquement parce qu'elle était juive. Quelques années plus tôt, c'est l'affaire Ilan Halimi. Moi, je voudrais, dans les choses nouvelles, en 1990, il y a eu cette chose effroyable, le cimetière de Carpentras. Souvenez-vous, la France entière était sous un véritable électrochoc. Des millions de Français dans la rue. Et devant eux, le président de la République en personne. Je rappelle qu'il s'agissait d'une profanation d'un cimetière. Attendez, est-ce qu'on a plus d'empathie pour un juif mort, paix à ses cendres, et c'était évidemment horrible, que pour des enfants tués? Enfin, c'est une véritable question qui mérite d'être posée. Ce n'est pas un fait unique. L'autre fait qui est tout à fait nouveau, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, la violence crée un électrochoc dans la société. Il y avait une sorte de paix des braves. Aujourd'hui, la violence suscite la violence. Que s'est-il passé après l'affaire Merah? Quelques jours plus tard, à Villeurbanne, une chasse aux juifs dans les rues. Une quinzaine d'énergumènes qui poursuivent 3 jeunes garçons qui les frappent à coups de marteau sans que personne ne réagisse. C'est cette France interloquée
de voir que l'on inverse les valeurs, l'assassin devenant une victime, avec des élèves qui refusent une minute de silence, et même des professeurs qui viennent dire, mais pas du tout, enfin, est-ce que l'on se rend compte de la situation dans laquelle nous sommes? J'ai envie de dire, Zola, réveille-toi, ils sont devenus fous, ce n'est plus notre France. Et les valeurs fondamentales qui nous animent, qui sont celles de ce pays, nous sommes à une situation où les Juifs de France se posent la question de savoir si c'est encore leur pays. Des enfants, des étudiants, des jeunes adultes quittent ce pays en considérant que ce n'est plus le leur. Enfin, je crois qu'on a peine à imaginer la réalité de cet électrochoc qui n'est pas l'affaire de la communauté juive, qui est l'affaire de la communauté nationale. Les hommes politiques le disent, mais on voudrait le voir dans la traduction, dans les faits. Les faits, ce n'est pas de protéger les synagogues. Est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens vont célébrer leur culte protégés par les forces de police? Des enfants vont dans des écoles confessionnelles, ce qui était leur droit, avec des policiers à l'extérieur, des barbelés et des caméras. Enfin, on marche littéralement sur la tête. On doit tous ensemble se poser cette question et y apporter des réponses. Jean d'Ormesson. Oui, bien sûr. Que dire de ça? Que dire de ça? Naturellement, je me rappelle les images épouvantables de cette petite fille qui a été rattrapée et tuée. Et on peut être stupéfié aussi de ce que la famille du meurtrier proteste et attaque le gouvernement en disant qu'on a voulu tuer l'assassin. Là, il y a évidemment des choses qui sont absolument inacceptables. Et enfin, c'est pas nouveau. C'est nouveau en France, mais ça existe aux États-Unis depuis longtemps. On appelle ça le ground terrorism. C'est des gens qui sont nés aux États-Unis et, n'est-ce pas? C'est une nouveauté pour nous, mais c'est pas une nouveauté mondiale. Ça existe dans beaucoup d'endroits et le culte protégé par les flics, c'est les chrétiens aussi dans bien sûr, non, mais attendez, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de compétition. Voilà. Sinon, c'est des faits, c'est tout. Terminé, Jean d'Ormesson. Oui, j'aurais voulu dire aussi que c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Il y avait entre les Juifs et les musulmans, dans l'histoire, il y a eu une coexistence qui était plutôt pacifique. Les Juifs étaient peut-être plutôt mieux traités dans l'islam pendant les longs siècles que dans l'Europe du Moyen-Âge. Et donc là, il y a quelque chose de nouveau. On dirait que... Dans l'Europe du XXe siècle. Oui, on dirait qu'il y a une espèce de violence qui doit s'exprimer. Il n'y a plus de guerre. Et maintenant, cette violence prend malheureusement des formes souvent religieuses. Raphaël Liogier, oui. Michel Viorca voudra dire... Non, moi je crois qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et je ne crois pas qu'il se soit passé quelque chose. Ça date pas en réalité, me semble-t-il, de l'acte horrible, des actes même horribles de Mohamed Merah. C'est quelque chose qui était déjà tendu, à mon sens, par un système, justement, ce que j'appelle le mythe de l'islamisation. Ce qu'on voit, et je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire, depuis le milieu des années 2000, on a cette espèce de croyance, de fantasme qui se déploie dans l'opinion publique. On a des sondages qui montrent ça très clairement, selon lequel il y aurait une sorte de débordement dans l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas un problème franco-français. Les Hollandais éprouvent la même chose, les Allemands éprouvent la même chose, les Britanniques aussi éprouvent la même chose, qu'il y aurait d'une part une sorte de déferlement quantitatif des musulmans sur l'Europe, avec des chiffres, parfois qui viennent un peu de nulle part, interprétés de façon fallacieuse. Et deuxièmement, un aspect qualitatif de ce mythe, c'est-à-dire qu'il y aurait une intention commune, une intention unifiée des musulmans de s'emparer de la culture européenne, de s'emparer de l'identité européenne. Et on le voit on voit ce glissement dans le vocabulaire quand on parle d'occupation. On parle d'occupation du territoire. Lorsqu'il y a effectivement, c'est vrai, un certain nombre de musulmans, le vendredi, 4 rues, en gros, en France, qui prient dans la rue, à peu près 4 rues. Lorsqu'on interroge les Français, ils sont persuadés qu'il y a 186 rues, en moyenne, qui sont entièrement bloquées pendant beaucoup plus d'1 heure. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'est en train de s'installer, depuis le milieu des années 2000, une sorte de théâtre délétère, de théâtre morbide, où il y a 4 acteurs principaux qui jouent des rôles avec une plus ou moins grande intensité. Il y a le premier rôle, c'est le rôle du héros,
qui lutte en solitaire contre l'islamisation, qui peut être journaliste, qui peut être éditorialiste, qui peut être aussi l'homme de la rue. Et à un moment ou à un autre, lorsque c'est un éditorialiste qui écrit selon ses convictions, bon, ça ne pose pas de problème. Mais parfois, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte. C'est par exemple Anders Breivik en Norvège. Et il passe à l'acte et il va tuer 77 personnes sous prétexte que ce sont des gauchistes multiculturalistes qui font le jeu de l'islam. Deuxième type d'acteur sur cette scène, c'est la scène du peuple trompé. Les deux sont en général alliés, le héros et le peuple trompé, on vous trompe. Troisième acteur, c'est le traître multiculturaliste gauchiste. Et puis quatrième acteur, le quatrième acteur, ça a été à un moment donné le musulman tout court, au milieu des années 2000. Après c'est devenu, on s'est dit on est allé un peu loin, c'est devenu l'islamiste. Aujourd'hui c'est le salafiste. Aujourd'hui c'est le salafiste. Alors ce qu'il faut dire c'est que l'image du salafiste, c'est devenu le nouveau mot valise dans les médias. Salafisme, salafisme, salafisme. Alors qu'il y a une multitude de salafismes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette image du salafiste, elle va être répulsive pour 99% des gens, enfin pour nous en gros, mais elle va devenir attractive pour des individus qui se sentent frustrés et qui en même temps sont psychologiquement dans une situation difficile, une situation de fragilité. Et là, il va y avoir passage à l'acte. C'est-à-dire que l'islam est devenu une sorte de vêtement aléatoire et opportuniste. Moi, je crois que si nous arrivions, mais vraiment, en prenant nos responsabilités, si nous arrivions à sortir de cette espèce de mécanique théâtrale où chacun joue des rôles qui poussent à l'extrême et qui poussent au passage à l'acte, eh bien, on aurait fait un grand pas. Parce qu'Anders Breivik, c'est en quelque sorte l'autre face de la même pièce de théâtre dans laquelle a joué Mohamed Merah. N'oublions pas que Mohamed Merah a commencé par tuer des légionnaires. Pourquoi ? Parce que les légionnaires symbolisaient sa frustration, parce qu'il avait voulu entrer dans la Légion et qu'on l'avait refusé. Du coup, il a tué des légionnaires et au passage, il a tué 2 musulmans. La question est, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'image des juifs ou du juif chez ces individus est devenue l'image de l'ennemi à battre comme le légionnaire, etc. C'est cette question qu'il faut se poser. Moi, je crois qu'il faut avoir une analyse clinique en essayant même si c'est horrible, effectivement, essayant de comprendre ce qui se passe cliniquement pour pouvoir avoir les bonnes réactions. Ne croyez pas que ça rejoint le sujet qu'on va traiter tout à l'heure, c'est la presse. C'est-à-dire l'image qu'on donne justement à travers les médias. C'est comme dans les films. Le bandit est sympathique, est intéressant. On veut copier le mauvais. Il y a des identifications qui sont de moins en moins contrôlables parce qu'aujourd'hui, en plus, ça ne se passe plus seulement par le haut. Je crois d'ailleurs que les médias, les grands médias, télévision, radio, ont compris qu'ils étaient allés trop loin au milieu des années 2000, où avec mes étudiants, on a observé qu'il y avait eu un glissement et que maintenant les médias font très attention. Sauf que le mal est fait, et maintenant c'est sur Internet que ça se passe de façon complètement incontrôlable. La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle plutôt, c'est qu'on n'a pas besoin de réseaux. Les réseaux islamistes sont des réseaux qui ont de moins en moins de prégnance. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de réseaux islamistes pour le passage à l'acte. On l'a vu, aujourd'hui on parle même de cellules, c'est-à-dire d'individus qui du jour au lendemain s'improvisent islamistes pour justifier leur passage à l'acte. Michel Viorca. Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui était le point de départ de cet échange. Pour dire ceci, il y a 2 problèmes en réalité, tout simplement parce que l'antisémitisme transite par des formes différentes. Il y a d'un côté des gens qui passent à l'acte, ce qui vient d'être évoqué, qui passent à l'acte violent, qui relève, on l'a dit d'une certaine façon, du terrorisme. Ça, c'est un aspect. Et puis il y a les préjugés, les attitudes, comment dirais-je, les sentiments antisémites. Et la question est de savoir jusqu'à quel point ils sont diffusés dans la population en général et dans les milieux, alors pas seulement islamistes, dont nous parlons. Moi j'ai enquêté dans les milieux des années 2000, j'avais observé dans des quartiers populaires que ça jaillissait comme ça, les propos antisémites. Il n'y avait pas besoin de les solliciter. Donc il y a un problème effectivement de cet ordre. La deuxième remarque que je voudrais faire, et l'évocation de Carpentras est intéressante de ce point de vue-là, c'est qu'on n'a pour l'instant pas du tout parlé politique ce soir. Mais enfin, il y a un acteur dont il faut parler, c'est le Front National, qui est très au cœur de toute la discussion que nous avons. Carpentras, il y a une énorme émotion, mais rappelez-vous, tout le monde était, ou presque était, persuadé que les horreurs de Carpentras avaient été le fait du Front National.
Jusqu'au jour, quelques années plus tard, en 96 ou 97, où on a appris que c'était une bande de néo-nazis skinheads, certes. Oui, quand même. Comment dirais-je Oui, on n'est pas très loin. Non. Oui, mais je dis pas ça pour défendre le Front National, je pense pas qu'on puisse m'en soupçonner. Enfin, quand même, c'était pas le Front National. Oui, il n'y avait pas de sigle dessus. Oui. Non, il y avait je dirais même, c'est pas la hein. stratégie du Front National. Oui. C'est pas sa stratégie. Et donc, je pense que dans les affaires qui nous occupent là, il est très intéressant de voir le contexte politique actuel qui fait qu'aujourd'hui nous parlons d'antisémitisme. Après tout, Madame Le Pen a fait une déclaration assez tonitruante il n'y a pas si longtemps pour dénoncer dans la même phrase le foulard et la kippa. Et puis la troisième remarque que je voudrais faire, et ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le caractère global et fonctionnant sur base d'Internet de ce dont nous parlons. J'avais étudié à l'époque, il y avait un site qui a disparu malheureusement qui s'appelait Proche-Orient Info, un journal en ligne qui passait son temps à ramasser toute l'information disponible et à diffuser sur la façon dont circulait l'antisémitisme à l'échelle de la planète. C'était terrifiant. Un amalgame de choses qui revenaient du 19e siècle, de vieux éléments d'antijudaïsme chrétien, des protocoles des sages de Sion, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, de textes nazis, du Garodi, cet ancien communiste devenu antisémite, etc., etc. Tout ça, ça circule, tout ça, ça bouillonne. Et donc, ce qui me semble très impressionnant dans ce dont nous parlons ce soir, plus précisément, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui est plus français qu'auparavant. On parle moins d'Israël dans cette affaire-là. On ne parle pas de la Shoah. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup, les antisémites parlaient beaucoup de la Shoah, parlaient beaucoup d'Israël. Là, on a affaire à quelque chose qui est... Oui, c'est détaché de la situation entre Israël et la Palestine, quand même. Oui. On peut relativement relativiser. Je voudrais citer là une anecdote. Dans une affaire, celle des 3 jeunes agressés à coups de marteau, l'agresseur, je connais le dossier, est un jeune converti à l'islam. C'est déjà une donnée qu'on retrouve dans l'actualité. Et pour se justifier, pour expliquer qu'il n'a pas été élevé dans l'intolérance, il explique que sa grand-mère était résistante et que pendant la guerre, elle a sauvé de très nombreux Israéliens. Tout est dit. Tout est dit. Et en fait, c'est un peu en opposition à ce que vous venez d'indiquer. Alors évidemment, vous pouvez observer, les Israéliens, ça n'existait pas pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'a confondu avec l'Israélite. Mais cette confusion est à l'origine de tant de mots. Il faut aussi le dire. C'est quelque chose qui est prégnant dans la... Oui, vous voulez dire que cette opposition vient du conflit israélo-arabe ? À l'origine, bien sûr. Ces jeunes, on va les alimenter dans la haine absolument gratuite. Ils ne connaissent rien de ces événements. Et je tiens à rappeler, à souligner au lendemain de l'affaire Mera, les propos du Premier ministre de l'autorité palestinienne, qui a eu des propos qui malheureusement ont échappé au plus grand nombre, mais qui sont très importants. Disant à ces jeunes gens, vous êtes des criminels et je vous interdis d'utiliser des actes terroristes prétendument pour sauver la Palestine. C'est à nous de nous occuper des enfants palestiniens. Cette phrase était extrêmement forte. Malheureusement, elle est passée inaperçue. Et cet amalgame, je suis désolé, il est encore très présent. Vous allez dans mon sens. Vous allez dans mon sens. Il y a 10 ans, ces propos auraient été relevés. Il y a 10 ans, le climat était beaucoup plus sensible. Il y a 10 ans, le climat était le même. Je rappelle qu'en 2001 est sorti un livre venant d'enseignants qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », qui disait exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Mais comme vous le disiez tout à l'heure en introduction de notre débat, voilà, revient dans l'actualité le terme de. Mais entre-temps, l'actualité, elle est allée ailleurs. Et le regard des politiques est allé ailleurs. Et le regard de la presse est allé ailleurs. Mais la vie quotidienne des gens qui subissent ce racisme de tout ordre et cet antisémitisme de tout ordre, parce que les juifs ne sont pas les seuls, loin s'en faut, à être victimes de racisme dans notre société, eh bien le regard s'est éloigné de cela. Mais la réalité quotidienne, elle persiste. Est-ce que quand vous dites les juifs ne sont pas les seuls, vous incluez donc les musulmans qui eux aussi ont à souffrir en permanence je veux dire quand même une chose qui mérite d'être dite. Je suis président de la je regrette qu'il n'y a pas de musulmans dans cette émission. Contre le racisme et l'antisémitisme. Je dis que l'une des victimes premières de l'islamisme, c'est l'islam. Ce sont évidemment les musulmans de France qui cristallisent une forme de rejet par la faute d'une extrême minorité. Et moi, j'aimerais, je le dis très clairement et posément, j'ai le plus grand respect pour les responsables de la communauté musulmane. Il y a eu des propos qui étaient forts, mais à mon sens, pas suffisamment forts. Et moi, j'ai la crainte, effectivement, que ces responsables parfaitement honorables, qui ne sont suspects de rien, d'aucune passerelle avec ces gens-là, mais ils leur font peur. Ils leur font peur. Et moi, j'attends effectivement des responsables de l'islam de France d'une condamnation autrement plus forte que celle qu'on a entendue ces derniers jours. Raphaël Liogier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, il y a quand même une nouveauté, me semble-t-il, fondamentale.
Il y a une nouveauté, c'est que ces actes antisémites sont des actes qu'on pourrait appeler réactifs au sens chimique du terme, c'est-à-dire qu'ils réagissent. C'est pour ça qu'ils sont épidermiques et c'est pour ça qu'ils existent voyons, on après. tue des gamins par épidémie. Mais vous voyez pas qu'il y a aussi une grande banalisation de la violence? Mais je ne suis pas du tout en train... Attendez, c'est pas une justification de dire ça. Ça va un petit peu plus loin que ça, quand C'est même. pas du tout... J'espère. Ce que je veux dire, c'est que justement, le meurtre, là en l'occurrence, et le passage à l'acte, n'est pas lié à l'islam ou à autre chose. Il est lié à cette nécessité, à un moment donné, d'un certain nombre d'individus à passer à l'acte. Il se trouve que l'islam devient une sorte de vêtement à travers lequel Enfin, ils choisissent leurs victimes, quand même. Ils choisissent leurs Donc victimes. la question, excusez-moi, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils choisissent ce vêtement et pas un autre vêtement. Et c'est là où cette espèce de système du mythe de l'islamisation. C'est pourquoi ils choisissent cette victime et pas une autre. C'est pour ça qu'il entre en jeu. C'est réactif au sens chimique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être activé et réactivé parce que c'est de la frustration. C'est comme quand on brûle un feu rouge, vous sortez de vos gants. Et du coup, il y a des processus qui peuvent aboutir à des réactions en chaîne. Et c'est ce qu'on a vécu depuis l'affaire Mohamed Merah. Une réaction en chaîne au sens, là, quand on parle de la réaction nucléaire, si vous voulez. Et moi, je crois que, au-delà de l'horreur, mais qui est certaine et qui est difficilement soutenable, il faut essayer de comprendre vraiment, cliniquement, ce qui s'est passé. Mais dans ce qui est passé, il y a le choix de la victime. Ce choix, il est chirurgical. On est allé dans une école qui est planquée, que personne ne connaît. On a choisi cette cible. On a choisi ces enfants-là et aucun autre. Enfin, et ça, on ne peut pas quand même en faire l'économie. Mais bien sûr, on n'en fait pas l'économie. On n'en fait absolument pas l'économie. Je ne sais pas. Je pense que, je suis un peu d'accord avec quelques éléments que j'ai entendus, mais je pense qu'il faudrait quand même insister sur le caractère national, le caractère indigène de cette question musulmane de France. Donc, on a parlé de la Palestine, on a parlé de l'intérêt de ces gens, souvent on parle de convertis. Je ne sais pas ce que contient le terme islamiste, déjà pour commencer, puisqu'on a parlé de la terminologie utilisée. Donc, quand on parle d'islamisme et quand on parle donc d'une certaine façon, notamment dans les médias, je pense qu'il y a un problème au niveau de la catégorisation des populations. On ne sait plus très bien, même si on parle là de radicaux, de terroristes, je veux bien utiliser ce terme, mais je pense qu'il y a quand même une prise en otage, comme vous venez de le dire, monsieur, une prise en otage de toute une communauté. Quand on utilise le terme islamiste et attentat islamiste, je ne vois pas comment le spectateur moyen, enfin la personne qui reçoit l'information, peut faire la différence entre un musulman, quelqu'un qui est français, déjà pour commencer, et musulman, pas français mais musulman, mais français et musulman, et un terroriste qui va bien sûr cibler des victimes particulières. Là, on parlait des Juifs de France aujourd'hui, mais la question du racisme, elle est très présente en France aujourd'hui et elle touche beaucoup plus de communautés. Donc, je veux bien qu'on parle de la transformation de ces actes de violence et peut-être le manque de mobilisation nationale, mais je pense qu'il y a quand même toute une tradition antisémite bien française qui, avant d'imprégner ces classes populaires dont on parle aujourd'hui, ont quand même mené, je ne sais pas moi, l'épisode de la collaboration en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on doit revenir jusque-là. Donc voilà, je ne sais pas tellement quoi dire sur cette question, à part ma crainte de voir la confusion des genres et la stigmatisation de populations et qui mène aux crimes abominables qui sont commis et à comment dire, le manque de différence, le manque de discernement parmi les populations qui seraient susceptibles de commettre ces crimes. Donc c'est la confusion totale. Benoît de Lépine. Moi, je dois avouer que je suis vraiment horrifié par tout ce qui se passe chez vous, quoi. Chez nous, en France ? Bah ouais, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'au Groenland, les religions sont interdites depuis 1882. Peut-être pour éviter ce genre d'horreur. Alors on s'est encore battu, il faut toujours se battre. Hein. Cette semaine, on vient de démanteler un groupuscule de gens qui croient vraiment aux vertus du trèfle à 4 feuilles. Mais on a un ministre de la police et de la superstition qui agit. Et donc en tout cas, chez nous, il n'y a pas ce type de souci. Mais il y en a d'autres, je vous rassure. Raphaël Legier. Pour réagir à ce qui a été dit, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la question des mots. Les trèfles à 4 feuilles Sur la question des mots, juste avant. Ah, mais les trèfles à 4 feuilles, pourquoi pas non plus. Hein. Sur la question des mots, parce que on avait le mot à un moment donné qui avait l'air d'être confortable, c'était le mot islamiste.
Puis on a découvert qu'il y avait des islamistes qui pouvaient être au pouvoir et finalement se comporter de façon assez démocratique. On l'a vu en Turquie, pourtant ils sont islamistes. Alors après, on a employé le mot radical. Radical, ça veut dire à la racine. Il y a des gens qui peuvent être radicaux et absolument pas vouloir tuer autrui. Aujourd'hui, on a trouvé un autre mot. Vous avez remarqué, à chaque fois on cherche quelque chose, c'est salafiste. Mais je fais quand même remarquer que la plupart des salafistes, l'écrasante majorité même des salafistes, sont contre même la politisation. Puisque salafiste, ça veut dire ceux qui estiment être plus purs. Mais ils estiment tellement être plus purs que pour eux-mêmes, agir politiquement ou aller agir à l'extérieur, c'est une façon de se souiller. Donc ils sont contre l'action politique et a fortiori contre l'action terroriste. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, quelque chose qui permettrait de dégonfler cette espèce de scène, cette espèce de théâtre morbide dans lequel nous sommes, ça serait d'employer un terme plus juste, sans forcément chercher une connotation musulmane, en disant voilà, il y a des individus qui sont passés à l'acte, qui sont terroristes, c'est-à-dire qui terroristes au sens où ils ont terrorisé, les gens. Ensuite, en disant ces gens-là, il se trouve qu'ils se reconnaissent de l'islam. Voilà. Je pense que ça serait intéressant de replacer le débat de ce côté-là. Parce que la légitimité qu'on leur confère si facilement à ces terroristes, je ne vois pas pourquoi en fait on met en avant cette identité religieuse alors que les actes qu'ils commettent vont à l'encontre de la religion qu'ils sont censés prôner. Donc je ne vois pas pourquoi en fait on les croit sur parole quand ils disent nous allons commettre ces crimes au nom d'Allah, par exemple. Il faut replacer cette question. Et moi, j'ai bien apprécié ce que vous avez dit, parce que ça permet de replacer cette question dans quelque chose qui est un paradoxe du débat français. C'est que d'un côté, dans ce pays, on aime bien mettre en avant l'idée républicaine. C'est-à-dire le modèle grolandais. Le modèle grolandais. C'est-à-dire, ne me parlez pas de religion, il n'y a que des individus libres et égaux en droit, ne me parlez même pas de trèfle à quatre feuilles, peut-être dans votre jardin en privé, mais c'est tout. Alors d'un côté, on met en avant l'idée républicaine, donc ne me parlez pas de religion. Et puis, il faut faire avec des islamistes, il faut faire avec des juifs, il faut faire avec des musulmans, qui sont évidemment pas tous islamistes, etc. Et on est donc obligé en même temps, pour beaucoup de personnes se retrouvent coincées dans le débat, parce que d'un côté, on veut être grolandais et défendre l'idée républicaine, et d'un autre côté, on somme presque les responsables d'une religion de prendre parti dans l'espace public. Oui, et donc, si vous voulez, la France est en ce moment dans une situation de grand paradoxe. Oui, mais ce que disait Benoît de Lépine, s'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de problème, mais il y aurait quand même le conflit israélo-arabe, et ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique. Donc, à la limite, même s'il n'y avait pas de religion, ils s'appelleraient autrement. Les terroristes, on les appellerait autrement. Mais ça n'empêcherait pas qu'il y aurait des criminels, qu'il y aurait des oppositions et qu'il y aurait des conflits. Vous voyez le paradoxe. C'est là que se situe une certaine forme de responsabilité de nos hommes et femmes politiques. C'est la communautarisation. On hurle contre les communautés et la communautarisation, mais je dirais que les parangons de la communautarisation, ce sont nos responsables politiques. Quand il se produit des faits de cette nature, moi j'avoue, je comprends parfaitement que le président de la République, le Premier ministre, accueille à l'Élysée ou à Matignon les responsables du comité pour marquer leur empathie. Mais ce n'est pas ça le signal qui a été envoyé à la communauté nationale. Lorsque chaque fois que se produit ce type d'événement, le téléspectateur voit au journal de 20h sur le perron de l'Élysée le président du CRIF, le président du CFCM, le président de la Grande Mosquée, l'archevêque, etc. Quel est le message qui est renvoyé? C'est une histoire entre les Juifs et les Arabes. Et ça, je crois que c'est une erreur qui est absolument fondamentale. Oui, mais chacun de nous doit être interpellé par cela. Comment pouvez-vous dire ça? Excusez-moi, comment pouvez-vous dire ça et en même temps, non mais je vous pose une question de fond. Oui. Comment est-ce que vous pouvez dire ça et en même temps dire, comme vous l'avez fait il y a 3 minutes, dire il faut que les responsables musulmans prennent la parole dans le débat public? C'est pas du tout contradictoire. C'est pas du tout contradictoire. C'est quand même pas totalement cohérent. Chacun a son niveau de responsabilité. Chacun a son niveau de responsabilité. Et la responsabilité des politiques, c'est l'ensemble de la nation. Et je crois qu'il y a un message, il y a une implication pour chaque citoyen, chaque Français, à comprendre que ce problème n'est pas un problème intercommunautaire. Mais que les bombes, d'ailleurs, ne font pas le tri entre les Noirs, les Blancs, les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Hein. Les bombes, elles tuent tout le monde de façon aveugle. On est tous concernés. Ces individus.
Par exemple, les responsables communautaires, puisqu'on parle de personnes, on a parlé de cellules, on a parlé de réseaux qui, des fois, ont des ramifications même en dehors de la France. En quoi les responsables de ces cultes religieux d'envoyer un peuvent-ils- message fort, de dire pour des responsables religieux, y compris des imams, et je dirais surtout des imams, de venir dire clairement un vendredi dans une mosquée au moment de leur prêche, l'antisémitisme ne fait pas partie de l'islam. Non, Ils le font. Ils le font. Ils le disent. Eh ben, alors on ne le sait pas suffisamment qu'ils le disent. Voilà. à Bordeaux le Ben, fait. on ne le il sait pas fait, suffisamment. il le Vous refait. voyez, je l'apprends. Jean d'Ormesson voulait... Je voudrais dire des choses simples. Ah, vous ne les Il me écoutez pas. semble qu'il y a Oui, deux donc, choses qui sont la l'une. religion même interdit ce genre Donc, d'action, donc je ne comprends pas tellement Jean le d'Ormesson. raisonnement. Excusez-moi. Je voulais dire des choses simples. Il y a une chose qui est en baisse en France, c'est la tolérance. Et il y a une chose qui est en hausse en France, c'est la violence. Et tout ça est quand même extraordinaire, parce que depuis 50 ans, tous les gouvernements, de droite ou de gauche, sont pour la tolérance. On nous a ressassé qu'il fallait être tolérant. Et le résultat est désastreux. Il n'y a pas de tolérance. Et au contraire, il y a une violence qui monte et les gens commencent à se demander si en France, si dans des quartiers de Paris ou de la province, si on peut se promener encore la nuit sans risque, si on appartient à une communauté à une autre. Et ce n'est pas en discutant ici que nous pourrons régler le problème. Il y a un problème qui est un problème d'État. C'est un problème d'État. Il faut que la violence soit tout de même combattue, que la violence soit combattue par un État qui est peut-être omniprésent, mais qui est faible et qui ferait mieux d'être fort, parce que si ce n'est pas lui qui décide, ce seront les communautés qui décideront, et ça, ce sera terrible. Monsieur d'Ormesson, le problème, c'est que la tolérance n'est plus aujourd'hui la réponse à l'état de la société. Je ne parle pas de l'État, je parle à l'état de la société. Nous sommes dans une société qui se fragmente. Je mets même de côté, pour ne pas compliquer la discussion, les problèmes sociaux. Mais une société qui se fragmente culturellement. Nous voyons dans l'espace public émerger toutes sortes d'identités. Ma mémoire, mon génocide, etc. Ça existe. Et par conséquent, le problème n'est pas d'être seulement tolérant. Le problème est comment vivre ensemble avec toutes ces différences. Comment faire en sorte que chaque différence accepte les valeurs générales, les valeurs universelles, si vous voulez. Et là, on est au-delà du problème de la tolérance. Il faut inventer des choses neuves. Et nous sommes prisonniers, voilà ce que je pense profondément. Nous sommes prisonniers d'anciennes façons de penser. Et cette fragmentation, vous l'expliquez comment? Cette fragmentation dont on n'arrête pas d'entendre parler, la fragmentation de la République française et des idéaux qui sont soi-disant universels. Moi, je m'explique cette fragmentation, peut-être, enfin déjà qui ne me fait pas tellement peur, mais cette fragmentation, elle est justement un rappel du manquement de ces idéaux qui ne se sont jamais avérés universels dans l'histoire de France. Alors, c'est un thème très classique. L'idéal républicain est superbe, mais c'est une promesse un peu abstraite, et ça ne marche pas pour tout le monde. Premièrement. Et puis deuxièmement, il y a des groupes qui se sont constitués, qui ont trouvé un espace, qui sont devenus visibles. Les Juifs de France ont été les premiers d'une certaine façon. C'est le modèle presque fondateur de ces processus. Et à partir du moment où ils se constituent, en mettant en avant des revendications, des demandes de reconnaissance, des choses comme ça. Mais pourquoi demande-t-il reconnaissance? Mais parce qu'elle était refusée. Parce que l'ancien modèle... Regardez ce qui s'est dit pendant 25 ans après la Seconde Guerre mondiale à propos du rôle de l'État, du rôle de Vichy, etc. Silence, ou presque, on ne pouvait pas en parler. Eh bien, il y a des gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, s'appuyant sur des historiens français ou étrangers, s'appuyant sur des témoignages, etc., qui ont dit il faut qu'on en parle. Et ils avaient raison, il fallait qu'on en parle. Bon, et bien voilà comment se met en place une identité qui devient visible, qui rentre dans le débat public. Donc, et ça met en cause ce modèle qui nous dit silence, silence. Donc c'est, si vous voulez, des changements généraux de société. Et moi je crois qu'un des aspects des choses dont nous discutons, il y en a beaucoup, mais un des aspects centraux de ce dont nous parlons, c'est le fait que nous ne pouvons plus continuer à dire il y a un modèle républicain et qui ne veut concevoir que des individus libres et égaux en droit.
le Groenland, si vous voulez, c'est bien un Canal+, mais ça marche moins bien ici, je pense. Nous devons inventer quelque chose qui permet de répondre aux gens qui nous disent « je veux être reconnu, je veux qu'on sache ceci, je veux que mes enfants sachent cela, etc. » et que ce soit reconnu. C'est pas seulement une demande de reconnaissance, c'est aussi une demande de respect, d'égalité. Exactement. Et bien voilà. Eh bien, il faut faire face à ça. On aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Mais on est dans un monde comme ça, c'est pas seulement français, et dans un monde comme ça, la tolérance, malheureusement, ne suffit pas parce que les gens demandent des droits. Les gens demandent des droits. Il faut bien reconnaître que la crise économique n'aide pas. Un dernier mot sur le sujet, Benoît de Moi, ce qui Lépine. me ferait rire, c'est qu'un terroriste déboule, se fasse péter ici, qu'on meure tous et qu'on se retrouve tous devant le dieu Walala, le dieu des Vikings. Là, on serait bien emmerdés. Dernier mot, Raphaël Juste une Biaugier. petite chose, parce que puisqu'on est sur la question des causes, moi je crois qu'il faut... On est un peu trop franco-français, il me semble, ici. Parce que le problème aujourd'hui, il est européen. Regardons. Mais il y a une spécificité européenne actuellement, parce que l'Europe a perdu sa prééminence. Pendant le XXe siècle, elle a perdu une partie de sa prééminence économique, militaire, etc. Et depuis 2003, premier conflit irakien, elle a perdu sa prééminence symbolique. Et on a vu à la suite de ça quoi? Des débats sur l'identité, pas seulement en France. En France, il y a eu des débats sur l'identité nationale. Ça a eu lieu aussi en Hollande, ça a eu lieu en Allemagne, ça a eu lieu au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les Européens ne savent plus ce qu'ils sont. Et donc, ils cherchent aussi un intégrateur négatif. Et il se trouve que le musulman est aussi devenu cet intégrateur négatif. Et c'est là le début de cette espèce de scène délétère. Dernier mot. Moi, je voudrais faire une Macha observation d'un ordre plus philosophique. Dans une société de la jouissance dans laquelle nous sommes, tous ces jeunes, très ignorants, ils s'emmerdent. Et ils cherchent l'extase quelque part. Et c'est vraiment un terrible problème, c'est qu'ils ne la trouvent que là. Ils ne la trouvent plus dans d'autres domaines. Je suis d'accord avec vous, il n'y a plus d'autres, ni le patriotisme, ni les grandes valeurs, ni Le patriotisme a fait quelques morts aussi. Oui, mais il n'empêche... L'identité des majoritaires, c'est ça, pas seulement des minoritaires. Voilà. Et là, tout d'un coup, on a affaire à ces jeunes qui sont pauvres, malheureux dans leur famille, parce que toutes les familles souffrent depuis plusieurs générations, et qui s'ennuient. Il y a la spécificité française aussi quand même. Il y a la guerre d'Algérie qui pose toujours ses séquelles. Il y a quand même le phénomène c'est des causes plus profondes, mais qui sont... L'injustice suprême qui est faite à la communauté harki, qui porte en son sein effectivement des enfants qui sont envoyés à la violence. Enfin tout ça, moi je veux bien qu'on parle de l'Europe, elle a sa responsabilité, mais les spécificités françaises, on peut les énumérer aussi, parce que nulle part ailleurs en Europe, on voit des actes commis comme ceux qui ont été commis par Mera. Bien sûr, il y a des spécificités françaises. Encore une fois, la cible, je suis désolé d'être un peu obsessionnel, mais la cible n'est pas la même. Non, Elle est infiniment plus large. Elle est infiniment plus large. Je vous arrête là parce que... Je suis d'accord avec Macha. Oui, Benoît de Lépine. Je trouve que... C'est vrai qu'il y a une jeunesse, mais pas seulement en France. On interdit aux jeunes de grimper dans l'échelle sociale et il y a un moment, ça bloque et effectivement, ça devient n'importe quoi. Donc les drogues, donc une sorte de recherche d'extase ailleurs. La frustration. Ah oui. On parle quand même de minorités, là. Ah oui, mais il suffit pour faire des morts, quand même. Oui. Je remercie Michel Vivorca, Raphaël Lioré et Alain Jakubowicz. On change totalement de sujet.